Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures et bienvenue pour cette septième édition des 24 heures pour rebondir. C'est un spécial relance, un premier forum dédié à l'entrepreneuriat qui se situe entre cette crise sanitaire que nous vivons tous et la reprise économique qu'on envisage et qu'on espère bien sûr rapide et qu'elle puisse être dynamique. Pour rebondir face à cette crise du coronavirus, le but de cette journée, vous l'avez compris, c'est de favoriser le rebond des entreprises et donc la relance économique de notre pays. Et cette journée est organisée par l'association Second Souffle et l'ensemble de ses partenaires. Vous êtes près de 3000 personnes à s'être inscrits à cette journée exceptionnelle. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, qui n'a malheureusement pas pu être présente ce matin, compte tenu, on l'imagine, d'une actualité bien chargée en ce moment, mais un film a été réalisé et on va essayer de vous le diffuser parce que, pour tout vous dire, il vient de nous parvenir il y a quelques instants. Donc, merci d'être là. On vous expliquera un peu le principe qui est maintenant un peu connu de tous les internautes avec ces webinars qui se multiplient. Mais avant de démarrer la première table ronde virtuelle, j'aimerais laisser la parole à Dimitri Pivot, le président fondateur de Second Souffle. Alors Dimitri, bonjour. Alors Second Souffle, sa raison d'être, on le sait, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise en difficulté. Cette situation inédite, elle a provoqué bien sûr un séisme dans l'économie de notre pays. Second Souffle se situe, je dirais, sur la ligne de front, sur une des lignes de front, et c'est pour ça que vous avez souhaité organiser cette journée, pour que les entrepreneurs aient le maximum de cartes en main pour réussir leur rebond. Comment allez-vous ? Très bien, merci Frédéric. Merci à vous tous de vous être inscrits à cette journée qui, j'espère, sera riche d'informations, d'enseignements, de réflexions, et puis, je l'espère, in fine, peut-être de solutions pour tous ces entrepreneurs. Je remercie donc tous les intervenants, les partenaires de cette journée. C'est une journée compliquée à monter, c'est une première pour Second Souffle. C'est la 7e édition, mais une première intégralement au webinar. Je remercie tous les bénévoles donc, de Second Souffle qui se sont attelés à cette tâche compliquée. Je remercie les associations membres du portail du rebond qui ont tous répondu présentes pour porter haut le message de l'entrepreneuriat et du rebond et de la relance entrepreneuriale en France. Et puis, je remercie le président de la CPME, François Asselin. Et je dois le dire à titre vraiment très personnel, je suis ravi que M. Asselin ait pu prendre le temps dans son emploi du temps très chargé, il faut le souligner, vraiment, on a trouvé un trou de souris et vous avez accepté. Je suis vraiment ravi parce que aujourd'hui, ce sont les TPE, les PME qui font véritablement le paysage économique de ces entreprises en France. Et je suis véritablement ravi que vous puissiez par la suite prendre la parole pour cette ouverture de cette 7e édition. Et puis Agnès Pannier-Runacher, Madame la Ministre, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, pour cette 3e donc, ouverture. Voilà. Alors, comme vous l'avez précisé, Frédéric, pourquoi les journées 24 heures pour rebondir? Je pense qu'avant de parler de celle d'aujourd'hui, il faut parler de l'historique. L'historique avant la crise sanitaire. Les journées 24 heures pour rebondir avaient un objectif, c'était d'accompagner les entrepreneurs en difficulté et surtout en rebond, à rebondir professionnellement avec un projet entrepreneurial ou salarial le plus rapidement possible. C'est donc la 7e édition. Depuis 2017, on a créé 6 éditions en présentiel qui ont réuni plus de 6000 participants. Aujourd'hui, face à cette crise sanitaire, on ne va pas uniquement parler de rebond, on va surtout parler de relance économique. Cette 7e édition a véritablement un axe, c'est de dire sauvons
les entreprises qui peuvent être sauvées parce que derrière ces entreprises, il y a des hommes, des femmes, des familles et il y a des emplois. Et il y a surtout des entreprises qui étaient pérennes avant la crise, qui pourront l'être après la crise avec des modèles économiques pérennes. Faisons en sorte qu'elles passent la vague pour redevenir pérennes et repartir dans les meilleures situations possibles. Voilà. Comment? Eh bien, sur le même esprit que ces journées 24 heures pour rebondir, nous allons présenter 6 tables rondes qui ont toutes un sens en partant du portail du rebond et en finissant sur préparer son rebond. Et quand on dit aujourd'hui préparer son rebond, encore une fois, hein, on parle bien de relance économique. Hein. Tout un sens, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu commencer en présentant toutes ces associations du portail du rebond parce que, et ça, vous le verrez tout à l'heure dans la première table ronde avec Christian Lebac, qui rentrera beaucoup plus dans le détail, qui est le porte-parole du portail du rebond, une chaîne de valeur qui est là pour accompagner les entrepreneurs et les entrepreneuses de France. Donc, il est important de commencer par la présentation du portail du rebond. Ensuite, quand on est en grande période de difficulté comme aujourd'hui, hein, on parle bien de la crise sanitaire, on arrive au bout de la crise sanitaire, la crainte, c'est la crise économique. Hein. Et donc, derrière cette crise économique, on va sans aucun doute trouver des entrepreneurs, des entrepreneuses en grande difficulté économique, mais aussi en grande difficulté psychologique et voire physique. Donc, on a voulu mettre l'accent sur la santé et la souffrance des entrepreneurs. Comment identifier ces signaux faibles? Comment faire en sorte qu'on puisse être accompagné, déjà sensibilisé, accompagné, coaché, et puis éventuellement derrière apporter un accompagnement. Ensuite, le grand sujet du moment, le PGE. Alors, quand on parle de PGE, encore une fois, c'est un des dispositifs, il y en a d'autres, hein, et il serait aussi intéressant, bien évidemment, de les aborder, parce que cette journée est destinée aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, mais je rajouterais à tous les entrepreneurs et à toutes les entrepreneuses. Je rappelle très souvent qu'en 2019, il y a eu plus de 800 000 créations d'entreprises. Sur ces 800 000 créations d'entreprises, vous avez eu 300 000 micro-entreprises, plus de 300 000 micro-entreprises, et plus de 200 000 indépendants. Ce qui fait donc 2/3 d'entreprises, entre guillemets, unipersonnelles, qui risquent d'être très certainement aussi frappées de plein fouet. Donc, quand on parle de dispositifs, il faut vraiment qu'on aborde aussi les dispositifs qui puissent permettre à tous ces entrepreneurs, je dis bien tous, que ce soit des unipersonnels ou en société avec plusieurs collaborateurs, de les accompagner. Voilà. Ensuite, derrière, on aura une conférence pour couper un peu la journée, une conférence de Nicolas Doucerin, qui nous permettra, Nicolas Doucerin, qui est donc un entrepreneur qui a subi une crise violente, celle de 2008, entrepreneur qui avait une entreprise d'une centaine de collaborateurs, qui en a fait un livre, Ma petite entreprise a connu la crise. Il en a fait des constats, il en a tiré des enseignements, il viendra vous les présenter. C'est inspirant. Il y a des clés de succès. Hein. Il y a aussi des échecs utiles qui lui ont permis aujourd'hui de se reconstruire et de regarder le monde économique différemment. Hein. Donc, extrêmement inspirant. Je vous invite à les suivre. Et puis ensuite, vous avez donc la 4e table ronde, entrepreneurs, les solutions possibles en cas de difficulté. Comme je le précisais tout à l'heure, on va parler du PGE, c'est le grand sujet du moment, hein. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il est aussi important d'aller aborder les autres solutions. Voilà. Et puis, la 5e table ronde, et je tenais vraiment à faire un focus dessus parce que je crois qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle tout simplement pas assez. Il y a des grandes organisations, il y a des grandes institutions qui sont au service des entrepreneurs. Et quand je parle d'institutions, je parle d'institutions d'État, je parle des grands services, des grands corps de l'État, comme la DIRECT, l'URSSAF, la DGFI, les services fiscaux, les chambres consulaires, les fédérations, qui sont au service des entrepreneurs. Et je voulais faire un focus dessus, hein, parce que certaines
comment dirais-je, régions ont mis en place des dispositifs, et là vous verrez notamment la région Occitanie, hein, et vous allez vous vite vous rendre compte qu'on a fait intervenir dans cette journée non pas des, comment dirais-je, des intervenants parisiens, etc., mais vraiment nationaux. Hein. On a voulu aller chercher les intervenants dans toute la France qui avaient quelque chose un enseignement à nous apporter. Hein, voilà. Et puis on clôturera cette journée avec Guillaume Mullier, dernière table ronde, président de 60 000 rebonds, avec pour thématique préparer son rebond. Malheureusement, l'issue de cette crise sanitaire et peut-être cette crise économique amènera des entreprises à faillir et donc derrière des entrepreneurs à devoir accompagner pour rebondir. Donc cette table ronde vous permettra éventuellement de trouver des clés pour lancer, enfin, préparer votre rebond. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Quoi dire de plus? Je vous passe la main, mon cher Frédéric, mais je pense avoir dit à peu près l'essentiel. Si ce n'est que merci. Un point de détail, excusez-moi, un point de détail. Pour ceux qui ne l'auraient pas forcément identifié comme tel, si vous souhaitez visionner toutes les tables rondes, il faut bien vous inscrire à toutes les tables rondes. Hein. Voilà, en vous inscrivant à la première, vous n'avez pas accès aux autres. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais effectivement préciser. Merci beaucoup, Dimitri Pivot. Je rappelle que vous êtes donc le président fondateur de Second Souffle. Et pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre. Effectivement, vous avez la possibilité, chers internautes, et bienvenue à vous, de vous inscrire même pendant les webinars pour les autres sessions qui auront lieu toute la journée. Vous savez qu'on est avec vous dans cette grande journée du rebond, de la relance économique entre 10h et 16h cet après-midi. Donc, soyez bien sûr les bienvenus, qu'on se le dise, et inscrivez-vous. Alors, nous accueillons, nous le disions en début de session, nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin François Asselin, qui est président de la CPME. Alors, en tant que président de cette Confédération générale des petites et moyennes entreprises, pourriez-vous, Monsieur Asselin, dresser un peu un état des lieux du tissu économique que vous suivez de près, bien sûr, suite à cette crise, et quels commentaires en faites-vous? Alors tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'intervenir dans cette session réservée au rebond. Et je voulais vous féliciter. C'est pour ça que je tenais à maintenir mon engagement d'intervenir. Je voulais féliciter, vous encourager l'association Second Souffle pour tout ce que vous faites. Vous avez aussi cité 60. Eh bien, vous avez une place vraiment importante en temps normal, mais encore plus importante dans ce temps que nous traversons tous et qui est complètement, complètement étonnant. Alors, la situation, vous savez, vous la connaissez un petit peu tous aussi. Les chiffres du chômage hier commencent à donner un état des lieux, sachant que ces chiffres du chômage concernent avant tout ce qui était contrat à durée déterminée, qui ne sont pas renouvelés, et surtout l'intérim, qui là est très directement et très fortement impacté. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre dans les semaines et les mois qui viennent à avoir des améliorations, même si la chute du marché de l'emploi ne sera pas, je l'espère en tout cas, aussi catastrophique que ce que nous avons pu voir au mois d'avril. En fait, nous sommes dans un pays, la France, où lorsqu'il s'agit de s'arrêter, nous sommes très efficaces, et lorsqu'il s'agit de redémarrer, nous ne le sommes beaucoup moins, et nous sommes beaucoup moins efficaces. Alors ça, je vais pas vous étaler les raisons potentielles de tout cela, mais si à travers ce que nous traversons, nous ne savons pas analyser et corriger tout ce qui fait, entre guillemets, le drame économique parfois de notre pays, eh bien, nous aurons perdu une belle occasion. Toujours est-il que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui, bien évidemment, très, très impactées. Alors, vous avez d'abord tous les secteurs qui ont subi une fermeture administrative. Donc, on pense en priorité tout ce qui est la restauration, les restaurants, les bars, les cafés.
Mais au-delà de ces secteurs, vous avez des secteurs connexes qui n'ont pas été soumis à une fermeture administrative et qui sont directement impactés. Toutes les entreprises, par exemple, qui travaillaient pour les écoles, quand elles sont fermées, elles ne travaillent plus, elles n'ont plus de clients. Vous avez beaucoup d'entreprises qui travailler pour la restauration scolaire, et pas que des grandes. Vous aviez les entreprises de transport scolaire, et pas que des grandes, qui, elles, eh bien, ont vu leur activité s'arrêter complètement. Vous avez tout le secteur de l'événementiel, culturel, bien évidemment, et que là, et cela, même quand bien même on est en train de déconfiner aujourd'hui, n'ont aucun horizon, pratiquement aucun horizon en termes d'activité. Donc, il y a plein de secteurs qui sont soit directement, soit indirectement impactés, tout en sachant qu'il y a une donnée aussi qu'on maîtrise mal, pour certains secteurs, c'est quelle sera l'attitude demain du consommateur. Est-ce que le consommateur retournera dans une salle de spectacle? Est-ce qu'il retournera chez un concessionnaire automobile? Donc, on a de grandes incertitudes. Nous avons de grandes incertitudes. Et puis, vous avez un autre élément qui est très compliqué, c'est que les règles que nous devons mettre en place dans nos entreprises pour continuer à travailler, eh bien, font que parfois, votre modèle économique n'est plus rentable. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de contingenter la clientèle, lorsqu'il s'agit de diminuer le nombre de vos effectifs dans l'atelier parce que vous ne pouvez pas respecter à effectif complet les gestes barrières, lorsque vous avez, comme moi, dans la construction, dans le bâtiment, là, je vous parle de mon entreprise, voyez-vous. C'est là où j'ai vécu tout le confinement dans mon entreprise et heureusement que j'y étais, je peux vous le dire. Et bien, lorsqu'il s'agit de redémarrer un chantier et que les règles qu'on vous impose font que vous aviez une équipe de 20 personnes et vous devez diminuer à 4 personnes, eh bien, vous avez un modèle économique qui d'un seul coup se retrouve bancal. Alors, dans toute cette période, dès le départ à la CPME, on a voulu travailler sur une stratégie très claire. Que faut-il protéger? Tout d'abord, nos salariés, physiquement, économiquement. En clair, je l'ai dit bien à maintes reprises à la ministre du Travail, pas de masque, pas de travail. C'est-à-dire que quand bien même vous pouviez faire le travail de vos salariés, eh bien, en respectant les distanciations physiques, eh bien, il faut se mettre à la place des salariés. Ils sont comme tous les Français. Si vous n'avez pas de protection individuelle pour eux, vous n'allez pas les faire aller au boulot avec un couteau dans les reins. Donc, les protéger physiquement. Deuxièmement, les protéger économiquement. Et là, il faut bien reconnaître que l'État eh bien, a bien fait les choses avec le dispositif de prise en charge du chômage partiel. Pour tous ceux qui ont un statut de salarié, ils ont été fortement soutenus et maintenus par l'ensemble de la collectivité. Il fallait, secondement, protéger l'entreprise, la personne morale. Bien évidemment, quand on parle de rebondir, si l'entreprise a disparu, on va rebondir sur rien du tout. Donc, protéger l'entreprise. Et là, vous avez eu le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, qui a été mis en place et qui, globalement, a plutôt été un très bon outil et plébiscité par un grand nombre d'entreprises. On vient de publier un sondage de plus de 3000 chefs d'entreprise hier, et à 82%, ils ont plébiscité cet outil qui permet tout simplement d'avoir de la trésorerie pour tenir pendant ces périodes. Vous avez tout le décalage des charges aussi, sociales et fiscales. Mais je ferai une petite remarque. Tout ce que nous avons pour l'instant pour un très grand nombre d'entreprises, tout ce que nous avons comme aide, ce sont une sorte de tas de sable qu'on est en train de pousser devant nous. Parce que ces décalages de charges, c'est un décalage. Il faudra les rembourser. Le prêt, c'est un prêt. Il faudra le rembourser. Et là, va se poser dans quelques mois des questions essentielles. C'est que si je veux rembourser ce qu'on m'a aidé ou ce qu'on m'a décalé, eh bien, mon entreprise va péricliter. Et donc, nous travaillons à la CPME sur des mesures qui pourraient éviter, bien évidemment, cette catastrophe annoncée. Et puis, troisième point, et c'est peut-être pour moi franchement le plus important, c'est protéger le chef d'entreprise, la personne physique. On protège les salariés, on protège la personne morale d'entreprise, mais il faut surtout s'occuper des chefs d'entreprise. Et force est de constater que dans notre pays, nous ne savons pas protéger la personne du chef d'entreprise. Et c'est là où, dès le départ, avec Bruno Le Maire, je dis, écoutez, quand on est salarié, on a un statut où en face, on sait mettre des aides. Quand on est travailleur non salarié, comme son nom l'indique, TNS, non salarié, on n'a pas de fiche de paye et on ne sait pas comment les protéger, les chefs d'entreprise. Et je ferai une remarque. Lorsqu'il va falloir rebondir, eh bien, quel profil aurons-nous besoin? On aura besoin de profils d'hommes et de femmes qui sont en capacité de prendre des risques, qui sont en capacité d'entreprendre. Donc, ces gens-là,
comme leur entreprise. Il faut absolument les protéger et en prendre soin. D'où la mise en place du fonds de solidarité. D'où le deuxième pilier du fonds de solidarité qui ne fonctionne pas très bien. Donc, j'ai demandé, par exemple, pour accéder au deuxième pilier de fonds de solidarité, qu'on supprime l'obligation d'un refus de prêt garanti par l'État pour que la maille soit beaucoup plus large, pour qu'on retrouve psychologiquement intacts ces hommes et ces femmes dont on a besoin pour rebondir pendant la crise. La première ligne, c'était les personnels de santé. Et maintenant, je l'espère d'ailleurs que ce ne sera plus la première ligne, mais la première ligne, ça va être les entrepreneurs. Donc, il faut absolument qu'on conserve cette armée, mais utile, indispensable pour sauver économiquement notre pays. Et c'est ce à quoi on s'attache à la CPME. C'est pour ça que, par exemple, au niveau du CPSTI, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est la caisse complémentaire de retraite des indépendants. Eh bien, la CPME a fait voter au conseil d'administration une aide directe, plafonnée à 1 250 € pour le plus rapidement possible. C'était versé avant la fin du mois d'avril. Que les travailleurs non salariés, les chefs d'entreprise, aient une aide. Pourquoi? Parce que certains avaient leur entreprise fermée, donc pas de chiffre d'affaires, mais non plus pas de rémunération. 0 € qui rentre dans la caisse de l'entreprise, mais aussi dans leur portefeuille. Comment font-ils pour vivre, hein? Voilà, c'est aussi de cette façon-là où nous travaillons maintenant. Nous avons demandé à l'exécutif de légiférer pour faire en sorte que ceux qui vont malheureusement devoir mettre la clé sous la porte, eh bien que les dettes sociales de l'entrepreneur, à savoir les dettes du CPSTI, c'était le RSI, fameux RSI, eh bien ne soient plus considérées comme des dettes personnelles, mais des dettes de la personne morale, de l'entreprise. C'est très important. Pourquoi? Parce que des chefs d'entreprise, et on peut certainement, certains qui m'écoutent savent de quoi je parle, eh bien qui ont déposé le bilan, eh bien parfois se retrouvent quelques mois plus tard, voire un an plus tard, demandés par les services de l'URSSAF à rembourser ces dettes sociales. C'est une catastrophe. Non seulement ils sont lessivés psychologiquement, mais en plus on va les ruiner, hein. Or, je vous le dis, on a besoin de rebondir avec ces profils-là. Donc, dans toutes les actions que nous menons à la CPME, nous n'oublions pas ni l'entreprise et ses salariés, ni les chefs d'entreprise. C'est intimement lié. Quand on touche à l'équilibre de l'un, vous le savez très bien, on va ébranler l'équilibre de l'autre. Alors maintenant, pour rebondir, eh bien, ce n'est pas un plan de relance qu'il faut, c'est un plan de soutien et d'investissement. Soutien pourquoi? Parce que notre activité économique va être dégradée. Tant que nous aurons ces contraintes pour avancer, pour travailler et donc pour vivre, eh bien, ça sera compliqué de retrouver le niveau d'activité que nous avions par le passé, pour beaucoup d'entre nous, hein. Donc, il faut continuer à soutenir les entreprises et les entrepreneurs. Et deuxièmement, il faut investir dans 3 directions. D'abord, flécher en ce qui nous concerne les secteurs à fort taux de main-d'œuvre. Ce qui fait espérer les Français et les chefs d'entreprise, c'est quand le carnet de commandes se remplit et lorsqu'il y a du boulot, hein. Donc ça, c'est d'abord flécher les secteurs à fort taux de main-d'œuvre. Deuxièmement, hein, il faut qu'il y ait un ancrage territorial. En clair, que l'investissement du territoire aille au territoire, de la nation à la nation, de l'Europe à l'Europe. Ne donnons pas du pouvoir d'achat pour importer des produits manufacturés en Asie, par exemple, hein. Et puis, troisièmement, faisons en sorte que ce soit des investissements qui, demain, nous fassent faire des économies. Et là, on a un levier magnifique. C'est tout ce qui est la transition énergétique, écologique, un grand plan de rénovation énergétique. Ça permettrait de monter en qualité les infrastructures de notre pays, qu'elles soient publiques ou privées, hein. Et puis, ça permettrait demain, une fois que ces investissements sont réalisés, eh bien, d'avoir des économies potentielles sur la facture énergétique de notre pays. Voilà, je vais m'arrêter là dans mon introduction, tout simplement pour vous renouveler toutes mes plus vives félicitations et mes encouragements, hein. Il faut que nous soyons très proches les uns des autres pendant toute cette période que nous avons encore devant nous et que nous traversons actuellement. Et l'œuvre que vous faites, eh bien, permet cette proximité. Je vous en félicite. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'elle sera très dense et très intéressante. Monsieur Asselin, une petite question, si vous permettez, pour les quelques minutes qui pourraient nous rester ensemble. Est-ce que les entreprises vont malgré tout, suite à cette crise, devoir aussi s'adapter? Parce qu'on entend un petit peu que les organisations des TPE ou chez les commerçants, etc., il y a en fait une petite habitude qui les quelques semaines ou les quelques mois que nous venons de passer, et qui se sont rendus compte que finalement, une organisation un tout petit peu différente, est-ce qu'il faut aussi que les entreprises se réinventent quelque part et qu'elles trouvent peut-être un autre mode d'organisation pour être encore plus performants et justement pour que ça les aide à se relever peut-être d'une autre manière aussi? Alors,
Et bien sûr, c'est-à-dire que je suis pas du tout, je pense pas du tout qu'on va vivre le grand jour, le grand soir, et que du jour au lendemain tout cela Bien va sûr. changer. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, vous savez, on a vécu quand même un énorme paradoxe, c'est-à-dire que on sent tous une grande tension, une grande crainte de perdre son entreprise et donc son emploi. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu autant de dialogue social dans les entreprises. C'est incroyable comment dans les entreprises on a pu se rapprocher les uns des autres entre salariés et chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des hommes et que face à un problème de santé, eh bien, on a toutes les mêmes questions. Hein. Et donc, il a fallu trouver des solutions ensemble. Et on ne pouvait absolument pas faire venir au travail un salarié d'une manière forcée. Il fallait essayer ensemble de trouver des solutions. Donc, le dialogue social dans l'immense majorité des petites et moyennes entreprises fonctionne, mais très, très bien. Hein. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'angoisse des uns et l'angoisse des autres, parce qu'on voit très bien que, eh bien, on a finalement tous les mêmes nuits. Hein. On est inquiet sur notre avenir. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, je pense qu'on peut se poser pas mal de questions. On a vu d'ailleurs, et on le prouve aujourd'hui, que parfois la distanciation physique n'est pas un obstacle à l'efficacité. Hein. Et que, vous savez, moi, combien de fois j'ai vécu dans ma carrière professionnelle, j'ai des collaborateurs qui le vivent au quotidien, où parfois on fait des journées entières de voiture pour être présent à une réunion qui nous concerne pendant 10 minutes et sur laquelle on a perdu toute sa journée. Hein. Une préparation de chantier peut très bien se faire à travers un outil comme nous vivons actuellement. Hein. Et là, ça peut permettre à beaucoup d'entreprises, et surtout les plus petites, de maintenir leur modèle économique sans dépenser des sommes colossales en transport qui, en plus, au niveau de l'impact carbone, franchement, n'est pas très bon. Hein. Donc, on est en train de se rendre compte qu'on peut effectivement travailler différemment. On a vu ce que donnait le télétravail. Alors, le télétravail, n'en faisons pas non plus un Graal, si vous voulez. Mais on s'aperçoit que le télétravail peut fonctionner. Alors, certains qui en rêvaient, au bout de quelques semaines, ont commencé à déchanter en disant télétravailler avec maman, les enfants ou papa, les enfants, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on mélange tout. Hein. Mais globalement, on s'aperçoit que c'est aussi, surtout je pense, dans les grands centres urbains, peut-être une façon peut-être de revisiter l'efficacité du travail et le modèle économique de l'entreprise. Alors maintenant, vous savez, dans tout ça, l'entreprise, finalement, elle répond à ses clients. Hein. Donc, l'impact le plus important que nous allons vivre, ça va être le comportement du consommateur. Hein. Et c'est là où je vous disais, finalement, qu'est-ce que demain, entre guillemets, quel sera le comportement du consommateur? Est-ce qu'il sera sensible au Made in France? Est-ce qu'il sera sensible au circuit court? Voilà. Alors, s'il est sensible à ça, et je pense que c'est le sens de l'histoire, bien là, j'aime mieux vous dire que les TPE et les PME, et ceux qui les animent, ont un bel avenir devant eux et auront les moyens de rebondir. En attendant, il faut traverser cette fichue période. Merci beaucoup, Monsieur Asselin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre message et cet état des lieux que vous nous avez dressé avec beaucoup de précision. Et on se rend compte qu'il va y avoir certainement, et on l'espère par votre intermédiaire, des mesures qui seront prises pour la suite. Très bien. Allez, bonne journée, je vous quitte. Alors, Dimitri, peut-être? Oui, juste un mot. Je voulais remercier à nouveau le président d'avoir bien voulu ouvrir cette journée. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais véritablement enfoncer le clou parce que c'est un peu le leitmotiv de Second Souffle, c'est que gardons toujours à l'esprit que nos entrepreneurs sont nos emplois. Et que si on ne soutient pas nos entrepreneurs, on ne pourra pas demain avoir, comment dirais-je, critiquer que malheureusement les emplois deviennent compliqués. Nos entrepreneurs sont nos emplois, faisons en sorte d'aider nos entrepreneurs pour qu'on ait toujours ce même niveau d'emploi en France, voire meilleur. Voilà. On gagnera tous ensemble. Hein. Bravo. Bravo, bravo, merci, bravo. Bonne continuation. Bonne Merci journée. beaucoup, Monsieur Asselin. Très, très bonne journée à vous. Merci. Merci. Ah, nous avons perdu Frédéric. On a perdu Frédéric, ouais. Alors, on va parler de la première table ronde, le portail du rebond. Ouais. Alors,
on va peut-être faire la transition et puis expliquer avant que Frédéric ne revienne. Je crois qu'il arrive. Non. Donc Agnès Pannier-Runacher devait donc intervenir. Son emploi du temps hyper chargé n'a pas permis. Frédéric, le retour. Ce qui s'est passé. Mais bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État, n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Elle a évidemment un emploi du temps assez chargé, mais elle nous a fait parvenir un film. Alors, je ne sais pas, William, si tu nous entends, de savoir s'il y a une possibilité de diffuser peut-être cette vidéo maintenant. Pas tout de suite, d'accord, ok. Donc, dès que ça sera prêt, effectivement, tu nous le feras savoir. Donc, Dimitri, on va passer peut-être à cette première table ronde, hein, le portail du rebond. Vous présentez cette structure disponible sur le net avec donc Dimitri Pivot qui reste avec nous, hein, président fondateur de Second Souffle, et Christian Debac, ancien président du tribunal de commerce de Paris et qui est le porte-parole de ce portail du rebond. Alors, Christian Debac, bonjour. Votre micro. Il est voilà. Voilà, tout va bien. Parfait. Alors, rappelez-nous un peu d'abord pourquoi existe ce portail et de combien d'associations est-il composé et quelles sont un petit peu les spécificités de chacune d'entre elles. Bonjour à tous. Pour commencer, pour vous présenter le portail du rebond et vous dire pourquoi il était constitué, il faut revenir un tout petit peu à l'origine. C'était à l'automne 2013, 4 associations qui existaient depuis plus ou moins longtemps militaient depuis plusieurs mois voire années pour la suppression, c'est un peu technique, mais d'un indicateur de la Banque de France qui s'appelait le 040 et qui marquait au fer rouge tout dirigeant qui était à la tête d'une entreprise qui avait été mise en liquidation judiciaire. On a obtenu de Fleur Pellerin la suppression de cet indicateur et nous étant rencontrés, on s'est rendu compte qu'en agissant groupés, nous étions plus efficaces que si nous agissions individuellement. On sait bien qu'en France, avec nos tribus gauloises, on a chacun son indépendance, on aime bien faire ce que l'on veut, mais pour une fois, 4 associations ont décidé, tout en conservant leur indépendance, de se regrouper dans un groupement d'intérêt associatif, qui n'existe pas juridiquement, mais qui ne nous empêche pas d'agir. Alors, nous agissons essentiellement, pourquoi nous sommes regroupés tout en conservant notre indépendance dans 2 domaines, il faudrait montrer la slide suivante, dans 2 domaines qui sont d'une part avoir un site internet pour offrir une meilleure visibilité pour que les dirigeants d'entreprise qui sont en difficulté ou qui ont vécu leurs difficultés, qui souhaitent rebondir après, puissent savoir quelle association peut les aider. D'où cette création d'un site, le portail du rebond des entrepreneurs. La deuxième idée, deuxième, mais étaient toutes les 2 aussi importantes, c'était justement de se dire qu'unis, nous pouvions plus facilement faire du lobbying, c'est-à-dire agir auprès des pouvoirs publics pour proposer des mesures qui sont élaborées et argumentées afin de lever les obstacles au rebond des entrepreneurs, comme on l'avait fait avec le 040, on l'a fait par la suite avec le 050, et on essaie concrètement de le faire dans un certain nombre de domaines. Alors, qui sont ces associations qui au départ étaient 4 et qui maintenant sont 6? Il y a tout d'abord l'Observatoire Amarok, qui est, pour reprendre la formule de son créateur Olivier Torres, professeur à Montpellier, de dire que la santé de l'entrepreneur est le premier capital immatériel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils font des études pour montrer l'importance sur la vie de l'entreprise, de la santé de l'entrepreneur. Ensuite, SOS Entrepreneur. Je qualifie en quelques mots du SAMU des entrepreneurs. C'est comme le montre le terme de SOS, il s'agit pour des entrepreneurs qui sont en difficulté
de les aider à trouver la meilleure solution possible en évitant éventuellement d'aller au tribunal de commerce ou en préparant son dépôt de bilan au tribunal de commerce. Troisième association, Recréer. Recréer, qui est à l'écoute des entrepreneurs, qui est en quelque sorte une sorte, entre guillemets, de SOS amitié des entrepreneurs pour aider l'entrepreneur à se recréer lui-même. Il ne s'agit pas de recréer forcément une entreprise. Recréer, c'est d'abord se recréer. Pour rebondir, il faut se recréer. Quatrième association, le réseau APESA, qui a été créé par un greffier du tribunal de commerce de Saintes et qui a pour objet d'offrir un soutien psychologique d'urgence à l'entrepreneur, éviter le suicide des entrepreneurs, ce que l'on trouve malheureusement trop souvent. Cinquième association, 60 000 rebonds. 60 000 rebonds est là pour accompagner l'entrepreneur qui a vécu sa liquidation judiciaire pour lui permettre de rebondir professionnellement et l'accompagner dans la préparation de son rebond professionnel et qui vous sera présenté dans la dernière table ronde en fin d'après-midi, enfin au milieu d'après-midi. Et puis Second Souffle, dont Dimitri Privot vous a parlé, qui accompagne l'entrepreneur pour développer sa capacité à rebondir, soit sur un plan de salarié, soit par la création d'une nouvelle entreprise ou sous toute autre forme que cela soit. Alors, ces 6 associations, donc encore une fois, qui se sont regroupées, ce qui est, j'insiste là-dessus, très très rare dans notre pays, qu'ont-elles fait depuis 3 mois a débuté cette crise importante que nous connaissons. Nous avons les uns et les autres poursuivi nos activités sur le terrain, car toutes ces associations agissent de manière bénévole et agissent sur le terrain. Nous sommes là pour agir concrètement. Nous ne sommes pas là pour faire du business, pour commercial. Nous ne sommes pas là pour nous faire connaître, pour le plaisir d'être connus, pour notre ego de chacun d'entre nous. Nous sommes là pour aider, pour accompagner des entrepreneurs en difficulté. Et donc, nous avons continué chacun nos activités dans ce domaine. Ensuite, ensemble, nous avons eu des contacts, et nous avons des contacts réguliers avec le ministère de l'économie pour faire remonter la réalité qui est vécue sur le terrain. Et pour prendre un exemple très concret qui explique ce que nous pouvons faire, il était prévu que le fonds de solidarité, à l'origine, s'appliquait pour des entreprises dont le chiffre d'affaires avait diminué de 75% en mars 2020 par rapport à mars 2019. Alors nous avons fait remarquer que le confinement portait sur la moitié du mois et donc que c'était plutôt 50% mathématiquement de baisse de chiffre d'affaires que 75%. Et puis que par ailleurs, il y avait beaucoup d'entreprises, d'auto-entrepreneurs, d'indépendants qui avaient des chiffres d'affaires irréguliers et que comparer un mois calendaire à un autre mois d'une année sur l'autre n'est pas forcément pertinent. Et donc, il a été décidé après que ça pourrait porter sur la moyenne de plusieurs mois d'une année quand un mois n'était pas significatif. Là, c'est un exemple concret. Je suis rentré un peu dans un détail, mais c'est un exemple concret pour montrer ce que l'on peut faire. Ensuite, maintenant, ensemble, nous proposons au pouvoir public 3 mesures à prendre. La première, c'est la création d'un fonds qui permettrait aux entreprises d'avoir ce qu'on peut appeler des quasi-fonds propres, essentiellement pour les PME et les TPE. Des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des créances de dernier rang, qui viennent après le remboursement des autres prêts, ce n'est pas du capital, mais ce sont des créances qui viennent après. Alors techniquement, on les appelle titres participatifs, obligations subordonnées, mais ce qui compte, c'est d'avoir des crédits, des créances qui sont accordées aux entreprises et qui sont remboursables après l'ensemble des autres prêts qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. La deuxième Alors, attendez, on ne vous entend plus, Monsieur Debac. Vous avez peut-être la main sur le micro ou... Non, le micro est ouvert. Tout va bien. Là, ça va, on nous entend. Oui, il y avait une petite perte d'un seul coup. Peut-être qu'en bougeant ma main, j'ai peut-être effleuré le micro. Et donc, je reprends la deuxième demande et la limitation des cautions personnelles dans la durée.
J'ai été banquier pendant 40 ans, donc je sais ce que c'est que de demander une caution personnelle à un dirigeant de PME. En fait, sur une courte période, seul le dirigeant connaît son besoin, l'évolution de sa trésorerie. Et donc, il est logique et normal, dans un certain nombre de cas, en fonction des fonds propres de l'entreprise, de sa structure, qu'il s'engage personnellement parce que lui, il sait comment les choses peuvent se passer dans une courte durée de 2 ou 3 mois. Par contre, sur une période plus longue, à partir du moment où on rentre dans une côté d'investissement, par exemple sur une période d'1 an, là, le banquier, on sait autant que le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise ne peut pas s'engager sur 1, 2 ou 3 ans avec sa caution personnelle. Ça cause des dégâts absolument considérables si jamais il a des retournements qui ne sont pas uniquement de sa faute, mais qui sont des retournements de conjoncture, comme on vient d'en connaître et comme on en a un exemple. Donc, une limitation des cautions personnelles dans la durée pour une courte période. La troisième demande, qui est une demande technique, qui est l'extension de la procédure de sauvegarde à toutes les entreprises. Une procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire qui est intéressante car au lieu que tous les créanciers de l'entreprise ne puissent plus recouvrer leurs créances, comme c'est le cas dans un redressement judiciaire, c'est seuls quelques créanciers qui sont conservés. Et cela éviterait, dans cette procédure de sauvegarde, les inconvénients de difficultés en chaîne, un effet domino pour un certain nombre d'entreprises qui avaient une toute petite créance parce qu'elles ont fait une livraison à une entreprise en difficulté quelques jours avant la cessation de paiement de l'entreprise et elles se trouvent payées de leur créance sur un certain nombre d'années s'il y a un redressement judiciaire, alors que dans un plan de sauvegarde, elles pourraient être payées normalement. Donc voilà ces 3 mesures que nous défendons et que nous proposons auprès des pouvoirs publics. Je conclurai en disant que le rôle de nos associations, dont je vous ai dit encore une fois qu'elles agissaient toutes bénévolement, c'est d'écouter, d'expliquer et d'accompagner. Nous sommes tous là pour écouter. J'ai résumé nos activités, elles sont un petit peu plus importantes et je vous invite à aller par l'intermédiaire du site du portail du rebond sur le site de chacune des associations pour voir ce qu'elles proposent. Donc, écoutez les entrepreneurs, car quand on est en difficulté, l'essentiel des gens auxquels nous nous adressons sont des petites et des toutes petites entreprises, des entrepreneurs qui sont seuls et qui ne savent pas très bien à qui s'adresser, à qui parler. Donc, nous sommes là pour les écouter. Nous sommes là pour leur expliquer, dans la mesure du possible, les décisions qui sont prises. Très souvent, les textes ont un caractère administratif qui n'est pas très compréhensible pour un chef d'entreprise, qui n'a pas forcément auprès de lui un grand nombre de spécialistes tout à fait compétents pour le faire. Et donc, nous sommes là pour leur expliquer les choses. Et puis la troisième, et on l'a déjà dit plusieurs fois, nous sommes là pour accompagner le chef d'entreprise dans son projet personnel, chacune de nos associations avec ses objectifs propres. Voilà, et je vais laisser Dimitri vous parler maintenant de la chaîne des valeurs que nous avons en commun et qui font que depuis 7 ans, nous avons plaisir à nous retrouver pour agir vis-à-vis de tous les entrepreneurs. Merci beaucoup, Monsieur Debac. On a bien compris ce dispositif et l'ensemble des associations qui font partie de ce portail du rebond. Et on invite bien sûr tous les internautes à se rendre sur Internet pour aller voir plus en détail ces associations qui font partie de ce portail du rebond. Alors, Dimitri Pivot, en tant que président fondateur là, de Second Souffle, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu justement que représente toute cette chaîne de valeur? Vous pouvez la définir, c'est quoi votre ADN? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, pourquoi on appelle le portail du rebond la chaîne de valeur du rebond? Mais c'est très simple en fait, parce que on a donc aujourd'hui on regroupe 6 associations qui œuvrent du début de la santé, de la santé des entrepreneurs jusqu'au rebond des entrepreneurs. Et je vais, Christian Debac l'a détaillé, mais je vais revenir dessus pour appuyer cette notion de chaîne de valeur. Et je parle là vraiment à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. On peut retrouver dans cette chaîne de valeur toutes les difficultés que peut rencontrer un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et donc, en allant sur le portail du rebond, il sera automatiquement, par le biais de questions, redirigé vers l'association qui pourra soit l'aider,
et surtout l'accompagner. Hein. Et donc, en commençant à Maroc, comme l'a précisé tout à l'heure Christian, on commence par la santé des dirigeants. La santé des dirigeants et notamment la sensibilisation. Et je tiens à faire un focus sur notamment les signaux faibles. Quand on parle de santé, on n'est pas forcément malade, on n'est pas forcément au lit. Quand on parle de santé, ça peut être un état de fatigue. Ça peut être aussi un entrepreneur qui ne travaillait pas le week-end, qui commence à travailler le week-end, qui ne travaillait pas tard le soir, qui commence à travailler tard le soir, qui commence à prendre un peu sur lui pour pouvoir absorber la charge de travail. Et tout ça, ce sont des signaux faibles. Des signaux faibles qui ne sont pas des signaux de maladie, mais qui sont des signaux qui peuvent amener l'entrepreneur à des difficultés. Voilà. Donc, la chaîne de valeur, c'est ça. C'est de dire, on travaille sur la sensibilisation des entrepreneurs à leur santé. Et comme le précise Olivier Torres, le président fondateur de l'Observatoire à Maroc, en effet, la santé de l'entrepreneur est le premier capital immatériel de l'entreprise. Sans l'entrepreneur, ou une petite structure, TPE, micro-entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Donc, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise et c'est ce qu'il faut véritablement sauvegarder. L'entrepreneur. Et puis ensuite, derrière, quand on a des difficultés d'entreprise, en effet, on peut avoir des comportements, pour le coup, qui soient un peu compliqués, voire dramatiques. Et là, on a derrière tout un réseau de sentinelles au travers du réseau APESA. Et encore une fois, on parle de valeur, hein, parce que là, je souhaite être très clair, on parle bien d'humain. Hein, et quand on parle de valeur, on parle d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, mais on remet l'humain au cœur de l'entreprise. C'est bien de ça dont on parle. Et le réseau APESA est là pour accompagner un entrepreneur, une entrepreneuse en grande difficulté, en grande souffrance aiguë face à ces difficultés. Et là, alors je n'ai peut-être pas précisé, j'aurais peut-être dû préciser d'ailleurs avant, parce qu'on a des associations qui œuvrent en amont de l'arrêt de l'entreprise, puis donc en aval de l'arrêt de l'entreprise. Et quand je parle en amont, parce que je fais référence à SOS Entrepreneur, qui lui intervient, accompagne les entrepreneurs quand ils sont en difficulté aux commandes de leur entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas cessé son activité, l'entrepreneur est en difficulté et il est là pour les accompagner de façon à sauver l'entreprise, sauver l'entrepreneur et sauver les emplois. Voilà. Et puis après, on reprend Recré, dont Christian Debac est l'ancien président de Recré. Hein, et je ne sais pas si on l'a souligné, mais Christian Debac est aussi l'ancien président du tribunal de commerce de Paris. Donc, il est important de souligner que toutes ces associations ont vraiment été créées soit par des entrepreneurs, soit par des personnalités de premier plan de l'écosystème économique français. Donc, des experts dans l'écosystème entrepreneurial. Après vient Second Souffle. Donc, Second Souffle, on en a déjà parlé. On est là, nous, pour développer la capacité à rebondir des entrepreneurs, c'est-à-dire que l'entrepreneur a failli. Hein, faisons en sorte qu'on l'aide, on l'accompagne avec différents dispositifs, mais que je ne présenterai pas ici parce qu'on les présentera à la dernière table ronde avec Guillaume Mullier lors de préparation rebond. Mais encore une fois, c'est l'homme, la femme qu'on va accompagner, qu'on va prendre par la main, qu'on va aider, donc en accompagnement individuel ou alors en accompagnement collectif, ce qu'on appelle l'accompagnement collectif. Hein, c'est ce que nous faisons là, hein, mais in fine, quand je dis ce que nous faisons, c'est Second Souffle, mais c'est le portail du rebond qui le fait. Hein. Aujourd'hui, si cet événement existe, et il est important de le souligner, parce que derrière, certes, des bénévoles, l'association Second Souffle l'a organisé, mais elle l'a organisé parce que derrière, on a le support de toutes ces associations qui œuvrent au rebond, et plus spécifiquement en ce moment, à la relance économique des entrepreneurs. Voilà. Et puis derrière, 60 000 rebonds, qui, lui, œuvre sur les entreprises post-liquidation. Donc, il les accompagne au travers d'un emploi, au travers d'un projet professionnel, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet salarié. Voilà.
Mais Guillaume Mullier sera beaucoup mieux présenté que moi. 60 000 rebonds lors de la dernière table ronde. Voilà. Donc, ce que je voulais présenter quand je parle de chaîne de valeur, c'est présenter, encore une fois, c'est présenter le portail du rebond comme un portail qui accompagne des hommes et des femmes. Vous voyez, j'occulte volontairement le mot entrepreneur, entrepreneuse, des hommes et des femmes pour leur permettre de rebondir le plus rapidement, le plus concrètement et avec la bonne association. Voilà. Maintenant, je ne souhaite pas cannibaliser le temps. Je préfère qu'on laisse du temps aux questions, hein, parce que ces journées sont là pour vous, ces journées sont là pour les participants. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une petite colonne sur le côté, mais je pense que tout le monde aura bien compris. Voilà, je vous passe la main, Frédéric, et encore une fois, on a 10 minutes, un quart d'heure pour poser des questions. N'hésitez pas, allons-y. Hein, on est là pour ça. Bien, alors effectivement, vous pouvez poser vos questions via le chat. Alors, je me tourne vers William. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que vous allez pouvoir, bien sûr, voter. On n'a pas eu l'occasion encore, mais on le fera pour tous les autres webinaires, de préciser le principe, puisque ce sont les questions qui ont recueilli le maximum de votes qui seront, j'allais dire, sélectionnés et choisis par William. Alors, William, quelques questions chez les internautes? Alors, quelqu'un nous demande, est-ce que Bruno Le Maire et le gouvernement vous écoutent et prend en compte vos remarques et suggestions? Alors, peut-être que Christian Debac avec le micro, voilà. Est-ce que, vous l'avez expliqué, hein, le portail du rebond est vraiment un interlocuteur privilégié, je dirais, vis-à-vis des institutions, notamment vis-à-vis du ministère de l'économie de notre pays. Je n'aurais pas l'orgueil de dire que nous sommes privilégiés, mais nous sommes écoutés. Ça ne veut pas dire pour ça que nous sommes entendus. Nous faisons des propositions, nous faisons remonter, encore une fois, tous les 15 jours au ministère, via des fonctionnaires du ministère, les remarques et ce que nous avons ressenti, ce qui nous revient du terrain. C'est ça qui est important. Et puis, nous avons les propositions que j'ai évoquées. C'est pas parce que nous avons des propositions qu'elles arrivent tout de suite à être entendues d'un aspect général. Et donc, voilà. Donc, on transmet, on répète indéfiniment. C'est ce que nous avons fait. Et personnellement, effectivement, Dimitri l'a rappelé, à la fois au tribunal de commerce de Paris, puis ensuite avec Recréé. Pendant plusieurs années, je me suis battu contre le 0,40 de la Banque de France. Et puis, à un moment donné, il y a eu une possibilité de le supprimer. Donc, chacune des choses que nous proposons sont quelquefois des mesures concrètes très petites, hein, mais il s'agit de lever des obstacles aux chefs d'entreprise pour lui permettre de rebondir ou de passer le mieux possible des périodes de difficulté. Voilà, ce sont des combats que vous menez à longue échéance et qu'il faut quelque part aller… on aimerait que les échéances soient courtes, mais le résultat ne dépend pas de nous. Bien sûr, bien sûr. Une autre question peut-être, William? Alors, qu'est-ce qu'il se passe en pratique lorsqu'un micro-entrepreneur n'est pas en mesure de rembourser les prêts obtenus pour son entreprise? Qui veut répondre à cette question sur le remboursement de prêts? Moi, je veux bien répondre, en ce sens que comme on ne peut pas rembourser ses prêts, on a une première solution qui est d'essayer de négocier avec ses créanciers pour obtenir des délais. Si on n'arrive pas à obtenir des délais, il faut aller le plus rapidement possible au tribunal de commerce pour voir avec qui est tous organisé ce qu'on appelle de la prévention des difficultés des entreprises. Dans tous les cas, c'est de pouvoir parler à quelqu'un. Et c'est pour ça que nos associations existent aussi. C'est que chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas le traiter comme ça de façon globale. Donc, il faut à ce moment-là pouvoir parler à quelqu'un de confiance, l'une de nos associations, un ami qu'on a, voilà, des gens de confiance à qui on peut parler. Et surtout, il ne faut pas avoir peur des tribunaux de commerce. Je comparais souvent les tribunaux de commerce à l'hôpital. À titre personnel, on a toujours peur d'aller à l'hôpital.
on essaie d'y aller le plus tard possible, et plus on y va tard, et moins on a de chances d'être guéri. Pour les tribunaux de commerce, c'est la même chose. Plus l'entrepreneur va tard au tribunal, et plus il sera difficile s'il trouve une solution viable pour son entreprise. Oui, effectivement, ça, on l'entendra de la bouche de bon nombre d'intervenants aujourd'hui. On parlera beaucoup d'anticipation et préciser aussi, puisque vous êtes ancien président de tribunal de commerce, que les présidents de tribunaux de commerce sont en fait des dirigeants, sont des pairs, sont en fait des entrepreneurs aussi, ou d'ex-entrepreneurs, et qui sont souvent, qui sont bénévoles et qui œuvrent aussi pour le bien des personnes qui viennent les rencontrer. Donc n'hésitez pas, bien sûr, et n'ayez pas peur, entre guillemets, d'aller rencontrer ces personnes qui sont évidemment à votre écoute. Dimitri, un commentaire peut-être? Pas forcément, on écoute d'autres questions? Oui, je préfère laisser la place aux questions encore une fois. Ces journées sont là pour les participants, pour le public. Bien sûr. Alors, et place aux répondre. On part en régie donc avec William pour une autre question peut-être. Alors, bonjour, je suis en cours de création, j'ai démissionné de mon emploi en février, n'ayant pas pu suivre la démarche de reconversion professionnelle avant ma démission. Peut-on demander une réévaluation du projet après la démission pour bénéficier du chômage? Alors, vous voulez que je réponde, Christian, ou je réponds? Allez-y. Ouais, moi je vais répondre. Alors, cette question, je pense qu'aujourd'hui, quand je parle qu'il y a de grandes institutions qui sont au service des entrepreneurs, mais pas uniquement, parce que là, en l'occurrence, vous êtes en cours de création, je pense qu'il faut aussi savoir se retourner vers les grands services de l'État, qui est Pôle emploi, pour se repositionner. Ils sont là à votre service, n'hésitez pas à aller les voir. Vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous souhaitez le devenir, vous souhaitez, après la démission, bénéficier de la révélation de votre chômage, retournez vers eux. Hein. Une autre question, peut-être, William. Avant peut-être de diffuser le film, puisqu'on m'annonce en fait que le film est disponible et on aimerait aussi pouvoir le diffuser. Donc, une dernière question avant la table ronde suivante. Donc, dernière question. Cette crise est arrivée le jour où j'allais créer mon entreprise dans le domaine du tourisme. Comment rebondir? Alors voilà, tout le dossier était prêt, c'était dans les starting blocks, et puis la crise arrive. Comment rebondir? Je prends la main, Dimitri. Christian. Alors, vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où vous pouvez aller sur le portail du rebond, vous répondez au questionnaire et vous serez orienté vers la bonne association qui peut vous accompagner. Encore une fois, j'allais créer mon entreprise, vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous souhaitiez le devenir, qui peut vous accompagner? Donc, pour pouvoir vous accompagner, c'est déjà de connaître votre situation aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en fin de droit, vous êtes en début de droit, vous avez démissionné, vous aviez monté votre projet, il était ficelé? Répondre à une question comme celle-ci, c'est très compliqué. Donc, ce que je vous invite à faire, et on ne va pas prendre du temps aujourd'hui pour répondre précisément à cette question, c'est aller sur le portail du rebond, une des associations que ce soit, et là je pense que ce sera plus des gens comme d'ailleurs Second Souffle ou 60 000 rebonds qui pourront vous aiguiller. Hein. Mais c'est très compliqué parce que vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous souhaitez le devenir. Donc, je n'irai pas vous répondre spécifiquement aujourd'hui là-dessus parce que je pense qu'il faut rentrer beaucoup plus dans le détail pour pouvoir apporter une réponse très concrète à votre question. Connaître le dossier précisément. Alors, on va peut-être diffuser cette vidéo qui dure 3 minutes 55 et on va regarder cette vidéo si William est prêt dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous pour cette 7e édition des 24 heures pour rebondir. Mais je tenais à m'adresser à vous dans les temps difficiles que nous traversons. En France, ce n'est pas trop dans nos gènes de parler de l'échec. Au contraire de la culture américaine, par exemple, qui valorise la faculté à rebondir. Diffuser cette culture du rebond,
C'est ce que fait Second Souffle, que je tiens à remercier pour l'organisation de cet événement. L'association vous aide à saisir la balle au vol pour remonter le terrain et marquer des points. Ce travail, il est essentiel pour construire l'avenir. La crise du Covid-19 frappe tout le monde, les États-Unis, la Chine, l'Europe, les grandes entreprises, les petites, les commerçants, les indépendants, les salariés, les étudiants. Ce qui fera que certains s'en sortiront mieux que d'autres, ce sera leur faculté à rebondir. Ces derniers temps, il y avait entre 40 000 et 50 000 faillites annuelles en France. Nous savons que cette année, il y a un risque de multiplication de faillites dans notre pays, en particulier des très petites entreprises. Face à ce risque, nous avons répondu grâce à des mesures puissantes pour vous permettre de tenir, avec des dispositifs spéciaux pour les entreprises en difficulté. Je pense notamment aux prêts garantis par l'État que nous avons étendus aux entreprises entrées en procédure collective depuis le début de l'année, mais aussi au fonds de solidarité qui s'adresse aussi aux entreprises en situation difficile, en redressement judiciaire et en procédure de sauvegarde. Au-delà de toutes ces mesures ad hoc, les services de l'État sont sur le pont pour vous aider. Je pense à la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises, au comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, à la Direction générale des entreprises, au direct et au CRP, nos services de l'État en région. Ce sont vos interlocuteurs et ils mettront tout en œuvre pour vous aider. Maintenant, il s'agit de transformer ces dispositifs en outils offensifs pour vous permettre de rebondir. La reprise et la relance doivent être autant d'occasions données aux entreprises de se transformer pour mieux faire face à l'avenir. Ce gouvernement s'est donné à la fois pour mission de vous faire passer ce cap difficile et de vous aider à vous transformer. C'est ce que nous faisons pour les secteurs les plus touchés avec des plans sectoriels. Avec le plan automobile, nous allons vous aider à investir dans l'industrie du futur. Ce sera aussi le cas avec le plan aéronautique et toutes les autres mesures de relance que nous allons prendre et qui seront globales. Notre ambition, c'est de vous aider à investir dans les machines à commande numériques, dans les robots, dans les cobots, avec des subventions, avec des produits très accompagnés pour vous permettre ces transformations. Nous allons également soutenir la formation, développer les compétences et faire en sorte que dans chaque entreprise, il y ait les talents et les compétences nécessaires, non seulement pour rebondir, mais aussi pour avoir les clés de notre futur en main. Ces clés, ce sont les transitions environnementales et numériques, c'est l'innovation. Et c'est pour ces raisons que nous allons vous accompagner dans l'investissement, dans la formation, mais également dans la numérisation des plus petites entreprises, les TPE, qui sont encore nouvelles dans ce domaine et qui doivent être absolument digitalisées. La période de confinement l'a bien montré. Ce sont les défis qui nous attendent. Loin de nous effrayer, ils doivent nous motiver et nous permettre de rebondir toujours plus loin. J'espère que cette 7e édition des 24 heures pour rebondir sera enrichissante et qu'elle vous donnera des idées pour surmonter les difficultés que nous traversons. Arriver à rebondir, c'est un travail d'équipe qui réunit quantité d'acteurs avec un seul et même but que nous partageons tous. Faire aller notre économie de l'avant pour gagner les matchs à venir. Bonne journée à toutes et à tous. Bien, voilà, diffuser cette vidéo qui nous a été envoyée tout récemment par Agnès Pannier-Runacher, qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin, mais qui vient de s'exprimer par vidéo interposée. Et on la remercie bien sûr au nom de toute l'équipe de Second Souffle et de tous les partenaires qui organisent cette journée. Merci à vous, Madame la Ministre. Voilà, on arrive un peu au terme de ce premier webinaire de ces 24 heures pour rebondir, surtout pour participer à cette relance économique de notre pays avec les entreprises que vous constituez. On va peut-être maintenant clôturer ce premier webinaire. Merci beaucoup à Christian Debac de nous avoir rejoints pour cette première table ronde. Et puis, merci aussi à Dimitri. Merci beaucoup encore une fois pour toute cette organisation. Et puis, on vous retrouvera dans le courant de ces prochains webinaires et notamment en fin de journée aux côtés de Guillaume
Merci à William. Et puis, on se retrouve maintenant dans une poignée de minutes pour ce deuxième webinaire et qui a pour thème la santé et la souffrance psychologique des entrepreneurs. Et là, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous inscrire parce que c'est encore possible, évidemment, de le faire via le site Second Souffle sur Internet. C'est parti. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre participation.